Les amis, nous revoilà à nouveau avec Jack. Décidément, il nous accorde beaucoup de temps. Merci à toi. Avec plaisir. On attaque directement dans le vif du sujet. Pourquoi la nourriture nous rend-elle déprimés? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. Le premier, qui est peut-être le plus rationnel et le plus simple à comprendre, c'est que quand tu manges trop de glucides, donc sucre, féculents, etc., d'un coup, tu peux avoir une montée de ce qu'on appelle la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Et ça s'accompagne du système nerveux sympathique qui monte avec, exactement. Il est fouetté, c'est le bon mot. Et ça peut s'accompagner d'un crash derrière. Crash qui peut être à la fois dans ton taux de sucre dans le sang qui chute et qui du coup te donne une dalle incroyable et donc tu es fatigué, irritable, tu vois. Je prends toujours cet exemple, je dis un enfant qui a faim, il est ingérable. La différence entre l'enfant et toi, c'est juste que toi, tu as appris à dealer avec le problème, mais c'est la même chose pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vis ça de la même manière en fait. C'est juste que toi, tu as appris à mettre des filtres de société pour pas péter les plombs parce que ça se fait pas, tu vois. Maladie de la Tourette. Ouais, tu vois. Mais ton enfant de 4 ans, il s'en bat les couilles, il crie, il saute, il chante, il fait « Ah, donne-moi à manger !» tu vois. Et toi, en fait, à l'intérieur, c'est ce que tu vis, mais tu as appris, voilà. Donc, l'idée, c'est que tu vis un peu ça et donc, tu te retrouves à 10h30 à la machine à café, à acheter un café avec un sneaker, c'est à mettre un sucre dans ton café parce qu'il dit « Il faut que je remonte, il faut que ça aille mieux », tu vois. Et donc, tu peux te retrouver vraiment à faire cette espèce de roller coaster, comme je dis, au niveau de ta glycémie. Donc ça, c'est une des premières choses que l'on voit qui s'améliore quand on a une alimentation plus équilibrée à ce niveau-là. C'est vraiment cette stabilité de l'énergie et de l'humeur. C'est vraiment quelque chose qui se voit très clairement. On a vu aussi qu'un apport en oméga 3, donc les oméga 3, ça fait partie des acides gras et ils sont réputés pour être anti-inflammatoires. Ce sont des acides gras qu'on trouve particulièrement dans les poissons gras, le maquereau, le hareng, les sardines principalement. Et ces oméga 3, ils ont été maintenant largement étudiés et ont prouvé des effets utiles sur l'humeur, sur le bien-être. Alors, il y a plusieurs choses qui sont évoquées, mais une d'entre elles, ce serait la baisse de l'inflammation, justement. Du coup, je rebondis sur ce que tu dis. En fait, ça sert à rien de dire mange des carottes pour être aimable. Il faut manger du poisson. C'est ça? Exactement. En fait, Exactement. Donc, les carottes, ça ne rend pas aimable spécialement. Pas spécialement. En plus, ça peut augmenter les problèmes chez les gens qui sont roux, donc il ne faut pas le faire. Le truc, c'est que quand tu manges ces fameux poissons gras, tu augmentes tu améliores ton rapport oméga 6, oméga 3, et ça peut avoir donc des conséquences au niveau de ton inflammation et de ton humeur. Donc le premier truc, c'est cette fameuse glycémie. La deuxième chose, c'est que il y a un vrai lien entre la façon dont tu manges et l'estime que tu as de toi-même par rapport à ça. Alors, il y a des gens qui s'en battent les couilles, mais la plupart des gens qui s'en foutent complètement, ils ne sont pas déprimés de ce qu'ils mangent, parce qu'ils s'en foutent. Et c'est très bien, en fait, tu vois. Mais il y a des gens qui se stressent par rapport à ça. Il y a des gens qui... Ils font avec la pulsion et après, ils se disent merde le contre-coup. Par exemple. Ou des gens qui sont dans un système qui est très, très vicieux de privation-culpabilité. Donc, je me prive, je me prive, je me prive. C'est invivable de se priver à long terme. Tout le monde le sait, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un truc, c'est que la souffrance, tu peux la tolérer tant que tu sais qu'elle s'arrête un jour. Mais si tu ne sais pas que la souffrance va s'arrêter, tu ne peux plus. À un moment donné, tu vas lâcher. Bien sûr. Et donc, si tu te rentres dans un système de privation où tu as l'impression que ça ne s'arrêtera jamais, en fait, tu ne peux pas tenir le coup. Bien sûr. Et donc, tu lâches. Tu as ces gens qui disent « je craque, je ne tiens pas le coup ». Tout ce langage autour de la souffrance est très, très, très dramatique, est très délétère au niveau de ton rapport à l'alimentation, parce que tu te prives, tu te prives, tu te prives, tu craques. Et à ce moment-là, en fait, c'est non seulement j'ai craqué, mais en plus, ça prouve une fois de plus que je ne suis pas capable de me priver suffisamment. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends totalement. Donc, c'est l'idée, en fait, de j'ai couru 10 marathons dans ma vie et les 10 fois, j'ai abandonné. En fait, le problème, c'est que tu pars en sprint sur un marathon. Et donc, forcément, tu vas arrêter au milieu, ce qui est normal. Bien sûr. Et ce qu'on aimerait, c'est que tu cours un marathon à vitesse d'un marathon. Ou alors que tu cours vite puis que tu t'arrêtes. Et que tu cours vite et que tu t'arrêtes, tu vois. Donc, tu fasses ça plus intelligemment. Tu prennes moins qu'un marathon, pour commencer. Exactement. D'où l'idée des step by step dont on parle. Et donc, cette idée, c'est que quand tu rentres dans ce truc de je me prive, je craque, après, le problème, c'est l'estime de toi. C'est que tu ne te sens pas capable, mais en plus, tu te dis, tu sais, je suis nul, machin.
Et ça, en fait, on voit vraiment un truc très sensible chez les gens. Moi, je coach des gens sur la perte de poids, par exemple, notamment des gens qui ont essayé 5, 6, 7, 10 régimes dans leur vie, qui ont fait des comme ça, tu vois, des yo-yo atroces. Et ces gens-là, c'est très compliqué quand ils ont le sentiment de craquer parce qu'en fait, ils se revoient comme avant. Ils se disent, mais j'y arrive pas encore une fois, encore une fois, encore une fois. Et donc, ce qu'on aimerait, un peu à l'instar des fameux roller coasters énergétiques, ben on veut changer aussi ce roller coaster-là et on veut arriver à quelque chose de plus stable. Dire en fait, je vais bien manger une grosse majorité du temps. Puis si je veux, il n'y a pas mort d'homme. Exactement. Et si je veux, non seulement il n'y a pas mort d'homme, mais en plus je vais kiffer, je vais en profiter. Moi, j'essaie de coacher les gens là-dessus. Je dis non, mais et j'ai des gens, ça va loin. J'ai un anniversaire, j'ai l'anniversaire de mon enfant, il a 7 ans. Et exactement. Et je suis en anxiété de l'anniversaire de mon enfant parce qu'il va y avoir du gâteau. Je dis, mais tu te rends compte que tu es en train de gâcher depuis 3 semaines l'événement dans ta tête alors que ça va être génial en fait. Je dis, mais vas-y, fais-toi une part de gâteau et surtout, profites-en. Bien sûr. Juste, tu t'en fais une, pas 5, parce que ça n'a pas de sens. Oui, tu vois, après une, c'est bon, tu as profité, ça suffit. Mais je dis, mais vas-y, mange-la ta part de gâteau et profites-en surtout. Et tu sais quoi, si tu manges bien avant et si tu manges bien après, il n'y aura pas de problème. En fait. Ça, c'est souvent des profils de personnes en fait, qui ont en fait un petit peu une estime de soi qui est différente. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont assez, comment dirais-je, assez nombrilistes indirectement. C'est pas forcément le bon terme. C'est un peu comme les gens qui veulent pas danser en boîte de nuit parce qu'ils ont peur que tout le monde les regarde. Ils n'ont pas compris qu'en fait tout le monde s'en fout et que si tu manges ta part de gâteau, les gens te regardent pas. Ils n'ont pas vu que tu avais pris du poids. Il y a rien. En fait, il se passe rien. Exactement. Mais en fait, la sensation interne, c'est putain, ils vont me regarder, ils vont voir j'ai mangé mon gâteau. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'indirectement, ils vont me dire que c'est sur eux-mêmes. Mais en fait, non, c'est le regard des autres, bien souvent, qui est là-dessus. Et ça, c'est des profils de personnes qui ont un peu un ego où ils pensent qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent autour. Alors, le terme est pas, Julien pas forcément il parle d'anxiété sociale. Il dit l'anxiété sociale. Donc, il dit qu'il y a 3 types d'anxiété. L'anxiété cognitive, donc le rapport à ta propre intelligence. L'anxiété physique, donc le « je me fais mal, je vais mourir ». Et je le caricature volontairement. Et l'anxiété sociale, à savoir, je crie dans la ouate parce que c'est dur et tout le monde va me juger. Voilà, tu vois, c'est des exemples. Bien sûr. Et donc, c'est ce truc de je mange une part de gâteau, forcément tout le monde me regarde. Ou forcément tout le monde va penser que je suis nul. C'est encore la fois où elle a pris sa part de gâteau alors qu'il a son régime. Etc. Et alors, tu as ce truc-là. Et dans ce package, en plus, je le disais, tu as cette espèce d'estime de toi qui, quand tu en es à ton 24e régime, est déjà très très basse pour commencer. Et si tu t'imagines, tu te fais cette panique pendant 3 semaines et en plus, tu manges quand même ta part de gâteau. Alors là, c'est parti quoi. Voilà, j'ai vraiment une grosse préférence, surtout que ce soit pour la santé, que ce soit pour le bien-être émotionnel ou que ce soit pour la perte de poids d'ailleurs, tu as beaucoup plus intérêt en fait à très bien manger presque tout le temps. De manière à te dire, Adrien il vient, voilà, ils veulent aller manger un bon truc belge et je vais les emmener manger une crasse et ça va comme on dit chez moi et ça va être cool en fait. Fricadelle, après le podcast, on parle les gars. Alors moi tu me feras jamais manger une fricadelle, enfin tu me feras plus jamais manger une fricadelle parce que je sais ce que c'est. Mais le jeu c'est surtout que, tu vois, tant que ça te fait kiffer, que ça te rend pas malade, moi c'est le seul truc que je dis, tu vois, parce que parfois en fait tu pousses le cheat meal tellement loin. Tu vois, après, tu es mal pendant 2 jours, tu as mal au ventre, tu es fatigué. Ça, c'est dommage. Mais justement, va manger ta part de gâteau et célèbre avec ta famille et profite, s'il te plaît. Tu vois ? Et ça permet, je pense, d'entretenir une relation beaucoup plus saine avec son alimentation et d'un peu de dédramatiser ce qu'on fait. Puis après, c'est important de remettre aussi en place une balance parce que les gens qui sont dans ce cas de figure, ils pensent à leur santé, ils pensent à toutes ces choses-là, mais ils n'arrivent pas à comprendre que, en fait, si tu manges la part de gâteau en kiffant ta vie, alors que si tu la manges pas en étant hyper stressé, en étant mal, en t'auto-flagellant, tu es en moins bonne vibes pour être en bonne santé que si tu vas manger ta part de gâteau. Complètement. En fait. Et ça, c'est vrai que c'est un cheminement... On voit 2 choses par rapport à ça. La première, c'est que l'état dans lequel tu es directement lié à ta capacité à digérer les aliments. Donc, je prends toujours cet exemple-là. Je dis, pose-toi le soir avec quelqu'un que tu aimes autour d'un repas avec un énorme steak, des bougies, du calme et une discussion agréable. Et prends le même steak entre 2 rendez-vous en 10 minutes sur le temps de midi dans ton boulot. Et tu me dis comment tu digères un et comment tu digères l'autre. C'est exactement le même aliment. Ça n'a rien à voir à la manière dont tu vas le digérer. Activation du système nerveux sympathique, parasympathique. Le parasympathique, c'est le rest and digest, le repos et la digestion. C'est le moment où tu
calmer les choses. Exactement, tu vois. Et donc, tu as cet état déjà d'anxiété, machin, qui va faire qu'en plus, tu vas moins bien digérer. Et puis, comme on le disait, ce truc où en plus, tu vas te gâcher le moment, tu vois. Et on en parlait dans la vidéo sur la question sur la longévité, l'importance des relations sociales et du bien-être social, du cercle, etc. Et donc, quand les gens me disent « Oui, mais alors, je ne vais plus voir mes amis », je dis « Mais surtout pas, justement. » La seule chose que tu ne peux pas faire quand tu vas voir tes amis, c'est justement des choses qui vont te faire du tort, qui vont te causer du tort. Donc, manger beaucoup trop, boire beaucoup trop, machin, parce que c'est trop et que ça va te rendre malade. Et parce que ça va aussi te donner une mauvaise estime de toi. Ou alors, tu sors, tu t'en colles une, pas possible, tu es bourré et c'est génial. Et le lendemain, tu ramasses un peu ta tronche parce que c'est le jeu. Mais en fait, tu as kiffé ta vie et c'est cool. Tu vois ce que je veux dire, une fois de temps en temps. Et en fait, il n'y a pas de malaise avec ça. C'est cette idée-là. Parce que tu vois, c'est un deal avec toi-même. Tant que tu es OK avec toi-même, c'est bon. Magnifique, exactement. Tant que tu es OK avec toi-même, c'est bon. Et c'est la même chose avec les choix alimentaires du quotidien. Je pense que très souvent, on est face à cet aliment. Tu me parlais des carottes tout à l'heure. Je vais m'acheter des carottes chez Carrefour. Je me dis, punaise, elles sont pleines de pesticides, elles servent à rien, il n'y a plus de micronutriments dedans et tout. Et dans une certaine mesure, tu as raison. Mais péter une case parce que tu vas manger tes carottes et du coup te dire, bah, tant qu'à faire, je vais manger une lasagne emballée. En fait, viens, on va manger les carottes. Tu vois ce que je veux dire? Il vaut mieux les carottes pleines de pesticides et pas trop te stresser que soit de manger un truc atroce pour ta santé, soit en plus de manger tes carottes et te dire, putain, je suis en train de faire un truc pas bon pour moi, etc. Vraiment, il faut lâcher du lest, quoi. Dédramatiser. Mais pour moi, on ne peut dédramatiser que si on mange bien en dehors. Bien en accord avec sa propre digestion, avec sa propre santé, etc. Ok, et du coup, là, avec ce que tu nous dis, donc c'est majoritairement les pics de glucides qui font ça, ou ça peut être, par exemple, la personne ne mange pas trop de sucre, mais elle a un peu ce sentiment d'anxiété, ça peut venir quand même aussi d'autres aliments? Alors, par rapport à l'anxiété... anxiété, stress, burn-out, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Bah, en fait, ça, si tu veux, c'est l'autre côté du... Tu sais, le moment où tu es super chill avec ta femme en train de digérer ton steak avec des bougies, là. Ben, de l'autre côté de ça, en fait, il y a je me lève le matin, je suis stressé, je pars au boulot, je bois 2 cafés pour tenir le coup, j'ai pas vraiment faim, du coup j'arrive à 10h, là maintenant j'ai la dalle, je suis en crash, je prends un sneaker. Tu vois, ce mode de vie un peu où plus rien n'est calculé, tout est juste à la survie. Ça, c'est l'autre côté. C'est le système nerveux sympathique à balle. Juste à la pulsion. Exactement, et plus d'équilibre. Et en fait, on voit que l'anxiété, elle est directement liée à plusieurs facteurs. Elle est liée... Alors, je parle bien de choses en excès ici, d'accord? Pas de manière isolée en petite quantité. Au sucre, il n'y a aucun doute. Ça, on le voit. Du coup, à l'excès de glucides aussi. Donc, si je m'envoie... Parce que les gens pensent sucre, ils pensent tout de suite, tu sais, biscuit, chocolat, machin. Mais en fait, quand tu t'envoies une baguette de pain blanc industriel, en fait, c'est le même concept. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le sucre, l'excès de glucides, le café, qui peut avoir tendance à faire ça. On sait que le café augmente l'anxiété quand c'est en excès. Et alors, en fonction des personnes, l'alcool, etc., mais aussi l'inflammation. En fait, tu vois que les gens qui digèrent très mal sont très anxieux et vice-versa. Tu vas vraiment le voir très souvent. Et donc, on voit à quel point ce lien est fait. En fait, j'expliquais dans une vidéo, tu vois, en fait, il faut imaginer une espèce de réservoir dans lequel on n'est pas tous égaux face à ce réservoir. C'est-à-dire que certaines personnes sont très chill naturellement et ont un réservoir très vide d'anxiété, genre naturellement très peace. Et puis tu vas venir mettre dans ce réservoir l'alcool, la drogue, le sucre, le café, le lifestyle évidemment. Le lifestyle, bien sûr, la pollution, le machin, d'accord? Et tu vas mettre tous ces trucs-là, l'inflammation digestive notamment, et tu vas mettre tous ces trucs-là dans le réservoir jusqu'au moment où, chez certaines personnes, ils débordent constamment. Bien sûr. Le problème arrive quand tu es déjà très anxieux par ton lifestyle, par ta façon de manger, par peut-être un problème de sommeil également. Parce qu'il n'y a rien qui va te rendre plus anxieux que de te lever fatigué et d'avoir une journée de choses à faire. Ah ouais, c'est terrible. C'est incroyable. Hein. Tu te lèves et tu te dis, t'es déjà comme ça en fait. T'es déjà en panique parce que tu te dis, je suis crevé, j'ai pas envie d'y aller, mais j'ai 12 rendez-vous. Donc je les fasse. Exactement. Et donc tu fais quoi? Café. Première chose. Ou chez certaines personnes, Red Bull. Tu vois? Mais c'est vrai. Petit déj à 8 heures. J'ai vu un gars prendre un petit déj croissant Red Bull quand même, hein, parce que quand même il faut tenir le coup. C'est pas mal. Je sais pas si je l'ai pas déjà fait quand même. Possible. Et du coup, quand tu es dans ce mode de vie-là, le problème que tu as en fait, c'est que tu es constamment au rupteur. Ouais, bien sûr. Et en fait, le soir, tu ne t'endors pas, parce que tu t'effondres. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu ne t'endors pas, en fait, soit tu dors pas du tout, soit
Ouais. Tu sais, tu tombes de fatigue, là, un Ouais. espèce de sommeil absolument pas réparateur, où tu es encore à moitié sur ton smartphone en train de répondre à des emails ou sur Instagram, et tu tombes comme ça, et tu te lèves le matin, et tu dis, punaise, j'ai l'impression de pas avoir dormi. Ouais, c'est clair. Et hop, c'est reparti, tu vois. Donc, tu as vraiment ce souhait de casser ce cercle-là, parce que ça, à un moment donné, on sait que ça finit par lâcher. Ouais, bien sûr. Soit tu te blesses, soit tu tombes malade, soit tu fais un burn-out. Ok. Clairement, tu vois. Le burn-out, en fait, c'est vraiment cette idée de tirer trop d'un côté et de jamais revenir à l'équilibre au En milieu. fait, ou de tirer de tu as l'autre. tellement surchargé ton ordi qu'il fait un reboot du disque dur, quoi. Exactement, c'est ça. En fait, c'est le système qui dit, OK, là, on ne peut Pour plus. le soigner, on Voilà. Donc, tu as joué à être rupteur là-bas constamment. Donc, maintenant, tu sais ce qu'on va faire? Eh ben, on va te mettre là-bas. Pouf, complètement de l'autre côté. Donc, tu vas dormir 16 heures par jour. Tu vas plus vouloir rien faire. Tu vas plutôt te déprimer, etc. etc. Et ça, c'est l'autre côté du burn-out par conséquent. Et ça, c'est absolument ce qu'on veut éviter le plus tôt possible. Chef d'entreprise chômeur. Tu Oh, le cliché. Le cliché, ouais. Donc, on a tous ces facteurs-là qui viennent dans ce pool d'anxiété et on est tous plus ou moins sensibles à certains. Tu vois. Moi, par exemple, le sucre, c'est très compliqué. Sucre, un peu de sucre à l'entraînement autour, ça va. Dès que j'augmente trop, ça y est, c'est parti. J'ai les fils qui se touchent, j'ai le cerveau qui rebondit sur les murs, j'arrive à plus rien faire. Ah ouais, c'est anxiété à 12 000. Et là, quand je commence à parler trop vite, à plus savoir réfléchir et à machin, je me dis, OK, là, il y a un problème. Et donc, diminution de glucides, sport pour compenser, pour aller évacuer tout ce surplus d'énergie, et surtout une soirée au calme et un bon sommeil, et ça repart. Et en même temps, l'anxiété, c'est aussi un driver pour faire des choses. Donc, le but n'est pas non plus d'être tout le temps... qu'elle soit contrôlée, maîtrisée. Exactement. C'est la pincée de sel, quoi. Tu me disais, oh putain, t'as l'air vachement speed aujourd'hui et tout, tu vois. Bah, je te dis, bah oui, pourquoi? Parce que je suis à fond, en fait. Parce que vous êtes là, je m'éclate, on fait des vidéos, on filme, j'ai eu un rendez-vous intéressant, boum, bam. Mais je peux pas être constamment dans cet état-là. Si je suis du matin au soir comme ça, il y a un moment où ça va lâcher. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Quand on aura terminé, je vais aller prendre une douche, je vais redescendre, je vais aller chercher mon fils, je vais manger dans le calme, je vais probablement même pas allumer la télé ou alors juste regarder une série cool 20 minutes. Pas de réseaux sociaux, pas d'email, pas de travail. Je coupe de manière à avoir cette montée et cette descente. Bien sûr. Là, tu reveux de l'équilibre, mais par les extrêmes par contre. C'est normal d'être très haut la journée, mais tu as aussi envie d'être très bas en dehors. Quand on t'écoute, il y a vraiment une notion aussi de prise de conscience sur la partie préventive. Tu vois, parce qu'en fait, si tu sais que tu es toujours haut comme ça, il faut que tu prennes le temps pour que ça redescende. Donc, il faut y penser. Parce que voilà, il y a des gens, c'est vrai que tu penses que tu es haut, tu rentres, tu manges, tu te couches, mais tu es toujours haut, quoi. Exactement. Donc, il faut prévoir... Exactement. Et ça peut être des petites choses. Tu vois, quand je te disais, bah, moi, je vais juste prendre une douche parce qu'en fait, ça va marquer la fin de ma journée, tu vois. Ça va être le moment, voilà, oui, ça, c'est fait. Mais par contre, je vais pas me relancer derrière. Ça, c'est des petites habitudes, tu vois. Voilà, c'est ça, Tu arrives chez toi le soir, est-ce que tu ouvres les messages de tes adhérents? Est-ce que tu retournes sur Instagram? Ou est-ce que tu dis, bah non, viens, on va juste se poser, on va manger, on va lire un peu, ou on va regarder une série, mais en tout cas, on va débrancher. C'est très différent, la manière dont tu vas t'endormir quand tu fais ça. Et petite astuce là-dessus, juste, je pense que c'est un petit truc en plus. J'ai un petit cocktail du soir que je recommande de temps en temps, qui, attention, ne remplace pas, d'accord, une bonne nuit de sommeil, mais qui aide. Moi, je prends mélatonine, glycine, magnésium. Donc, mélatonine naturelle, magnésium, dont on est à peu près tous carencés, et la glycine qui a prouvé en fait améliorer la qualité du sommeil et aussi la sensation d'être en plus grande forme après une mauvaise nuit. Et donc, je prends ça et le jour où je vais avoir un horaire perturbé, le jour où je vais, tu vois, quand j'allais au basket, je rentrais super tard et je sais que la nuit va être plus courte ou ce genre de choses. Ou quand je sens que je suis encore un peu comme ça et qu'il est 22h30, ben, tu vois, je prends ça et je sais que j'ai derrière un sommeil de meilleure qualité. Et tu dors combien de nuits, d'heures? C'est quoi que tu préconises un peu par rapport à ça? On est tous différents. On est tous très différents et moi personnellement, j'ai pu observer, parce que j'ai beaucoup observé mon sommeil à une époque, c'est que mes besoins sont très différents en fonction de mon activité physique. Donc en gros, moi mon idéal du quotidien c'est 7h30 et si je fais un gros workout c'est 8h30. Ça, c'est vraiment... Et le gros workout 8h30, c'est dans la journée ou tu prends des modules sur la semaine? Par exemple, je prends un exemple concret, tu dors 7h30. Là, aujourd'hui, on s'est entraîné très dur, admettons. Ok, ce soir, je dors 8h30. Dès que j'en ai l'occasion, c'est ce que je fais. Après, j'ai aussi un petit garçon de 5 ans qui, parfois, me ruine un peu mes nuits ou qui doit aller à l'école. Ou voilà. Mais l'idée, c'est que je sais que si j'accumule plusieurs nuits trop courtes, il y a un moment donné et rapidement, pas après 3 semaines, mais après 3 jours, où je vais devoir compenser ça.
Ouais. Et donc, soit aller dormir beaucoup plus tôt, soit me lever beaucoup plus tard. Alors, Ok. quand je dis beaucoup plus tard, c'est jamais beaucoup plus tard, mais c'est me réveiller sans réveil. Mm. Et si tu veux, ça, c'est un très bon exercice. Tu parlais de ça. Très, très bon exercice. Tu t'arranges pendant au moins une semaine, idéalement 2, Mm. pour ne pas mettre de réveil. Ouais. Et tu organises toute ta soirée pour ne pas avoir à mettre de réveil. Mm. Les 2-3 premiers jours, ça va être l'enfer, Mm. parce que tu vas te lever à des heures pas possibles, tu te dis, je vais jamais y arriver, d'où l'intérêt de commencer le week-end. Et après, tu essaies de mettre des réveils, mais si tu veux, moi, je mets des réveils le plus tard possible, en Mm. fait. Ouais. Pas en me disant, je vais dormir le plus tard possible, mais en me disant, ça me laisse plein d'opportunités de me lever sans réveil. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Et ça veut aussi dire que parfois, ça m'arrive à 9h30 dire à ma femme, je vais me coucher. Et elle me dit, 9h30, super tôt, on n'a pas eu de soirée, machin. Et je dis, t'as entièrement raison, mais je suis crevé, je vais dormir, et demain on fera un truc. Et en fait, elle sait que quand je fais ça, c'est que vraiment je suis fatigué. Ouais, bien sûr. Parce que j'adore passer du temps avec elle le soir, on n'a pas beaucoup d'occasions. Mm. Mais quand vraiment je suis fatigué, je fais ça, et je vois la différence de Ok. manière significative. Si tu peux te lever sans réveil, c'est que tu es dans le bon. Ouais, cool. Si c'est impossible pour toi, il y a une dette quelque part, et donc on a intérêt à aller améliorer ta récupération, ton alimentation, quelque chose. Ouais, c'est vraiment super clair. Donc retenez bien toutes ces choses-là. Franchement, moi, ça m'apprend plein de trucs. Tu as peut-être une autre anecdote ou quelque chose à partager par rapport à ça, je sais pas, d'un vécu sur un client qui faisait n'importe quoi, qui a changé quelque chose de simple, et ça lui a fait disparaître son anxiété Là, le cas le plus incroyable que j'ai eu cette année, même si j'en ai eu quelques-uns comme ça, des success stories improbables, j'ai une fille qui est venue me voir pour perdre 10 kilos. Ok. Et elle a suivi ce qu'on lui a demandé, mais très bien. Et en fait, elle s'est sentie très bien en mangeant comme ça, tant et si bien qu'elle a continué au-delà de notre coaching. Mm. Et non seulement elle a perdu 10 kilos, mais en fait, elle a fini par en perdre 20. Ok. Trop bien. Et on a fait une petite discussion comme ça, en fait, pour qu'elle nous raconte comment elle avait fait, parce que je trouvais ça ouf. On s'était engagé à 10, et en fait, une fois qu'elle a perdu ses 10, je lui dis, ben, c'est bon, maintenant, tu gères. Enfin, tu vois, c'était stabilisé, Ouais, tranquille bien et sûr. tout. Et en fait, elle a continué, elle a perdu 20. Et donc, je lui ai fait une espèce d'étude de cas pour qu'elle me raconte son témoignage. Et elle me dit, tu sais, en fait, le truc le plus incroyable, c'est que oui, j'ai perdu du poids, mais le plus dingue, c'est que j'avais une relation dramatique avec mes enfants. C'est que plusieurs fois par mois, j'appelais absent au travail parce que j'avais des migraines et je devais rester couché dans le noir. Et que tout ça a disparu. Parce que je n'ai plus d'anxiété, parce que du coup, je n'ai plus mal à la tête, parce que mon inflammation a diminué, que du coup, ma relation avec mes enfants est nettement meilleure, ma relation avec mon mari est meilleure, mon job va mieux, toute sa vie a changé parce qu'elle a changé de manière de manger. Et ça, c'est le genre de témoignage dont moi, je me rappelle. Ouais, bien sûr. Et moi, je suis le premier à avoir ça, où en fait, j'avais des grosses variations d'humeur très compliquées, des up and down importants et qui agissaient sur la qualité de ma vie et de mes relations sociales. Et depuis que je contrôle tout ça, ça va beaucoup mieux. Ok. Magnifique, franchement, c'est incroyable. Les gens, s'ils veulent te contacter, ils t'écrivent sur Insta ou ils font comment pour... Ouais, sur Instagram, un DM, c'est très cool. Franchement, je réponds à presque tout le monde. Et sinon, sur ma chaîne YouTube, il laisse un commentaire ou il y a mon email aussi dans la description et tout. Je suis assez ouvert à ça. Moi, j'adore les échanges, j'adore le coaching. C'est ce que je fais depuis très longtemps et j'adore ça. Sûr. Donc, Et puis une grosse expertise. Ben, merci beaucoup. Merci. Cool.